Bonjour Eric, Bonjour. merci Bonjour. de nous avoir reçus dans ta propriété de Normandie. Donc on va faire un interview comme on fait sur Bike 70, donc on va retracer ta vie et ta carrière. On commence par la question traditionnelle, tu es né où et quand? Oh, je suis né en région parisienne, le 9 juin 1960. J'ai toujours bien aimé ma date d'ailleurs, parce que 9, 6, 60, je trouve que c'est plein de zéros et de chiffres qui s'équilibrent, je trouve ça assez sympa. Donc ton enfance, tu l'as passé en région parisienne? Oui, j'ai passé mon enfance en région parisienne. Mon père a toujours travaillé en région parisienne. Juste avant ma naissance, ils étaient partis aux États-Unis. Et ils sont revenus en 1959 et papa a commencé un nouveau job en 60. Et donc je fais partie de cette aventure-là et je suis toujours resté en région parisienne tout en étant convaincu que jamais j'habiterai en région parisienne. J'ai toujours adoré la campagne et la nature, mais finalement j'ai pas encore changé, donc j'y suis encore. Enfin, de moins en moins parce que finalement je suis beaucoup à l'international et Paris n'est qu'une base. Mais oui, toute mon enfance a été dans ce contexte. Alors l'enfant Eric, la scolarité, comment était l'enfant Eric? Ce qu'il y a, c'est que l'enfant Eric, d'abord, moi j'ai la chance d'être issu d'une famille assez... Enfin, je pense que toutes les familles ont leurs particularités et ont des aspects peut-être incroyables. Mais moi je suis issu de la part de mes deux parents, de ma mère comme de mon père, de familles très nombreuses. Et du coup, dans des familles très nombreuses, il y a nécessairement des gens incroyables. Et donc, j'ai plein d'ancêtres, mais c'est-à-dire pas trop loin, des oncles, des grands-pères, des arrière-grands-pères, des arrière-arrière-grands-pères qui ont fait des trucs incroyables. Et donc, ça m'a beaucoup nourri, et je trouve que c'est beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Deuxièmement, ma mère et mon père n'étaient pas tout à fait... Enfin, à leur génération, de même milieu, mais 2 générations avant étaient de milieux très différents. Mon père était de la vieille aristocratie française incroyable. Donc moi, mon arrière-arrière-grand-mère était dame de cour auprès de l'impératrice Eugénie. Et donc sur tous les tableaux de la Malmaison, moi quand j'étais à l'école, il y avait mon arrière-arrière-grand-mère qui était à côté de l'impératrice. Donc si on voulait crâner, c'était facile. Mais bon, ils ont été ruinés comme beaucoup de cette noblesse qui parfois était un peu décalée avec son temps. Mais du coup avec des principes moraux, des principes d'éducation extrêmement sévères. Et puis du côté de maman, il y avait 2 influences, l'une extrêmement ouverte sur le monde, très généreuse, très tournée vers les autres, puisque nous sommes protestants, enfin moi je suis protestant de religion, et le protestantisme, moi je trouve que c'est une religion formidable, parce que c'est une religion où il n'y a pas d'autorité. C'est-à-dire on reconnaît à tous d'avoir un lien direct avec Dieu, et il n'y a pas d'autorité. Et donc, c'est une liberté qui vous met en responsabilité très jeune, très tôt. Et mon arrière-grand-père était pasteur, et mon arrière-arrière-grand-père était missionnaire. Et il est parti à 21 ans en Afrique du Sud, et il a une vie incroyable, puisqu'il est devenu le conseiller diplomatique du roi Moshe Moshe, de la tribu des Basuto, et grâce à lui a été constitué le Lesotho, qui est le seul pays qui a été reconnu par les Anglais dans l'enclave de la colonie qu'ils avaient reprise aux Hollandais en Afrique du Sud. Et donc, au Lesotho, Jeune Casalis, qui est mon arrière-grand-père, est quelqu'un d'extrêmement reconnu. Il y a des livres passionnants d'ailleurs qui ont été faits sur lui. Donc, ça fait partie de cette mémoire familiale. Et puis, mon arrière-grand-père était pasteur, il a eu 10 enfants. Et le 10e était mon grand-père, qui a eu une vie aussi incroyable, parce que né dans ce milieu extrêmement modeste, il a fait les guerres, il s'est évadé, et puis il a épousé une petite fille Hermès, et donc il s'est retrouvé projeté dans un autre monde. Et du côté de maman, parce qu'on parle d'Hermès aujourd'hui comme étant d'une entreprise extrêmement admirable, ce qu'elle est, mais surtout sous un aspect financier, de luxe et de tout ça. Mais nous, dans la famille, on était artisans selliers, quoi. Donc en fait, on ne se rend pas compte. Comme mon arrière-grand-père était encore artisan, quoi. Je veux dire, donc c'est vrai que cette réussite est incroyable et qu'elle est mise en avant comme l'exemplarité d'une certaine forme d'entreprise familiale en France, et tant mieux. Mais nous, familialement, on l'a toujours vécu comme étant finalement que d'avoir bien fait le boulot,
bien fait le job. Et mon grand-père a vécu toute cette période-là et nous a transmis, je trouve, beaucoup de valeurs. Et c'est la raison pour laquelle on travaille tous, quoi. Enfin, je veux dire, on ne s'est jamais posé la question et on est là pour bosser et pour essayer de... Mais je raconte ça parce que, pour moi, cette famille m'a permis, et je m'en suis rendu compte avec les années, de nourrir deux choses. C'est d'abord une grande curiosité, parce que quand on a la chance d'avoir dans son environnement familial des gens qui ont réalisé des choses remarquables, on se dit pourquoi pas moi, sans dire que je fais des choses remarquables, mais au moins ça donne une confiance en soi qui est formidable, et en plus ça donne une famille qui est prête à écouter vos différences et qui vous encourage dans vos différences. Et moi j'ai toujours eu un grand-père qui me disait: Éric, tu sais, il faut savoir cultiver ses différences. Et donc j'ai toujours été là-dedans. Et j'allais oublier même, dans toute cette famille, il y avait aussi un garçon qui s'appelait Maurice de Seine, qui était le cousin de mon grand-père, et qui a été un des héros de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été le héros de Normandie-Niemen, du bataillon de l'escadron de Normandie-Niemen, dans la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il s'est sacrifié avec son mécanicien, alors qu'il aurait pu sauter en parachute pour sauver sa peau. Il a refusé de le faire. Il a essayé de poser son avion qui était condamné, et il a préféré mourir avec son mécanicien que de lui sauver sa peau et laisser son mécanicien mourir. Donc tout ça, ce sont des repères familiaux qui, moi, m'ont beaucoup marqué en tout cas, et qui m'ont beaucoup aidé dans la recherche de ma voie. Alors la scolarité, parce que tu parlais de scolarité, j'ai fait une scolarité. Je veux dire par là que j'étais issu d'un milieu bourgeois, avec des principes, les études c'est important. Et j'avais un frère aîné qui était très doué en études, qui était brillant. Et donc très vite j'ai considéré, je devais avoir un petit esprit de compétition quand même toujours. Et donc je me suis dit, si je veux le taper, c'est pas dans les études que je vais y arriver. Donc j'ai toujours cherché autre chose, tout en faisant ce qu'il fallait pour rester dans le circuit. Donc j'ai fait des études, et j'avais la chance, je crois tout de même, d'avoir certaines facilités, parce que j'avais une très bonne mémoire visuelle, j'avais une bonne mémoire, ce qui fait que ça me permettait de ne pas travailler. Et donc, mon grand raisonnement, c'était que j'essaie d'être attentif aux cours, et à la maison, j'en fais le moins possible, parce que j'ai plein d'autres trucs à faire. Et donc, à la maison, je ne travaillais jamais, ce qui provoque une grande angoisse à ses parents et à son environnement. Et donc, c'est terrible parce que j'ai fait toute une scolarité avec que des gens qui disaient « Éric, il a du bol ». C'est-à-dire que jamais on a cru que je pouvais avoir des capacités qui me permettaient d'avoir mon bac avec mention, de faire une prépa, de faire des... Non, c'était du bol, t'as du bol. Alors, c'est vrai que je faisais rien à la maison. Alors, donc, c'est vrai que ça alimentait cette notion de chance. Et donc, moi, j'ai toujours entendu des parents qui me disaient... Éric, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais il est débrouillard, donc il est des merdes, il s'en sortira toujours. Mais finalement, j'ai fait une scolarité tout à fait honorable, mais à laquelle j'ai consacré le minimum de temps. D'accord. C'était un peu ça ma technique. Et donc, j'ai très tôt, j'étais intéressé par plein de choses. Et la moto, très vite, est devenue un centre d'intérêt majeur. Mais j'ai toujours consacré beaucoup de temps à mes autres occupations. Donc la moto, c'était dans la famille déjà. Alors la moto, c'était dans la famille, en fait, du côté de maman comme papa. Maman avait 5 frères et 2 faisaient de la moto. Et mon père avait 2 frères et les 2 faisaient de la moto. Et papa en faisait aussi, évidemment. Et donc, familialement, mes grands-parents faisaient de la moto, mes grands-pères. Et donc, où que j'aille dans une maison de la famille ou une autre, il y avait toujours une moto qui traînait, ou au pire, une mobilette. Enfin, il y avait toujours. Donc, il y avait toujours de quoi aller farfouiller au fond des garages. Et il y avait cet attachement à la moto qui faisait partie de la famille. Qui faisait partie de la famille, même si, comme beaucoup de familles, parfois on a aussi payé notre dû, puisque moi j'ai un de mes oncles adorés, qui était le petit frère de papa, qui était vraiment un ami pour lui, plus qu'un frère, enfin on ne sait plus lequel dominait l'autre, et qui s'est tué à moto en décembre 1977, en sidecar, et qui a été un traumatisme pour la famille. Mais malgré tout, il avait 4 fils, il s'appelait Arnaud de Seine, et il a eu 4 fils, qui avaient à l'époque, quand il est mort, entre 8 et 15 ans. Et sur les 4, il y en a un qui est concessionnaire Yamaha aujourd'hui à Tarbes. Et les 4 font de la moto, et les 4 n'ont jamais arrêté la moto, et la famille a continué à rouler la moto.
Donc c'est dans les gènes aussi. Oui, c'est dans les gènes. Et puis je pense que c'est viscéralement ancré. Quand on est un scène, on fait de la moto. Quoi. D'accord. Mais toi, tu as essayé d'aller un petit peu plus loin dans la moto, c'est-à-dire la compétition, tu as essayé de... Ben moi, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, papa faisait de la moto. Papa faisait de la moto, et il n'a pas fait de la moto de manière j'allais dire, simple. Il l'a fait d'une manière engagée. Et lorsqu'il est rentré avec ma mère des États-Unis à la fin des années 50, il est rentré avec dans ses valises une Norton Dominator, une 88. Et assez vite, il a cherché à Paris un concessionnaire sympa. Et, parce qu'à l'époque, les concessionnaires étaient des personnalités. Que ce soit les Psalti, les robots, les Murites, la Devèze, tout ça, c'était des personnalités. Et en fait, il a rencontré Jean Murit dans les années 60, au début des années 60. À l'époque, sa concession était encore rue Eugène Baruel. Et papa, un jour, est tombé en arrêt devant une 69S, préparée, qui avait un frein avant Munch, qui avait un réservoir Hosc 24 litres. Il l'a trouvé superbe, et il est devenu client de Jean Murit avant de devenir ami de Jean Murit. Et très vite, ils ont copiné. Et Jean avait... c'était assez amusant parce que Jean, qui était pourtant un ancien coureur, avait en tête de se dire, mais il faut qu'on démocratise la moto. Il faut se rendre compte quand même que la moto du début des années 60, c'était quand même une caste très à part, qui était mal vue, qui était complètement en marge d'une partie de la société. Et papa, avec Jean, très vite, ont partagé l'idée qu'il fallait ouvrir la moto à un autre public. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont créé le BMW Club de France, dans les années 63 ou 64. Et moi, mes premiers émois moto datent de là. Ça veut dire qu'à 3 ans, on était ici en Normandie, et papa venait tous les week-ends, quand on était en vacances, avec la BM, avec juste la sacoche ventrale, le tendeur, etc. Et moi, le truc, j'attendais l'arrivée de papa, et la règle, c'était quand il arrivait, j'astiquais la moto, et si j'astiquais bien la moto le samedi matin, on partait faire un tour. Le tour était minable, parce que c'était aller à la mer et revenir, ce qui fait à tout casser 2,5 km, mais pour moi, c'était absolument formidable. Absolument formidable. Et je le tannais tous les soirs pour aller faire mon tour de moto. Et cette BM et cette émotion, parce que j'étais sur le réservoir, être au guidon avec mon père derrière, était quelque chose d'extrêmement fort pour moi. Et donc, à partir de là, vraiment, je pense que j'ai aimé la moto autant que j'ai aimé ma relation à mon père grâce à la moto. Parce que papa n'était pas souvent là, on était d'une famille d'entrepreneurs, donc papa avait créé une boîte, il y consacrait beaucoup de temps, donc il n'était pas très disponible. Et donc je pense qu'inconsciemment, je me suis passionné pour les passions de mon père, qui était la musique de jazz, et j'adore le jazz, et je fais du piano aussi mal que lui, mais comme lui, donc on s'amuse. Et la moto. Et donc, je pense que inconsciemment, je me suis alimenté et intéressé aux passions de mon père, qui m'ont plu aussi. Et ce qui fait que assez vite, il s'est rendu compte que je mordais. C'était en plus un territoire sur lequel mon frère était absolument pas intéressé, pas du tout. Et donc, j'avais papa pour moi. Et à partir de là, 66, 67, je me souviens pour mes 7 ans. Les parents m'avaient dit, qu'est-ce que tu veux comme cadeau d'anniversaire? Et j'avais dit, je voudrais aller au Coupe Eugène Mauve. Et donc j'avais été, pour mes 7 ans, j'avais été au Coupe Eugène Mauve, à Montlhéry, et avec papa, en BM, ou ABM, parce qu'on dit à moto, et j'en garde encore un souvenir très ému. Et donc, papa, voyant que je mordais, on a commencé à faire les Coupes Eugène Mauve, on a été au Trophée du Million, on a été à Rouen, donc on allait aux Essarts, on a été au Grand Prix de France, tant que c'était au Mans, on allait, donc quand c'était à Charade ou Nogaro, on n'y allait pas, mais à chaque fois que le Grand Prix de France, parce que ça tournait, et dans les années 69-70, il y a eu 2 éditions au Mans, ou 3 même, je sais pas, enfin, où on avait été. On avait été à Rungis, quand le Grand Prix de Rungis avait eu lieu en 72, et j'étais dans le virage où Finlay s'est bourré en perdant son réservoir. Il y avait une plaque d'égout, donc c'était moyen de... Bon. Et donc, j'ai vécu tout ça. Et la deuxième chose, c'est que papa était sympa, parce que comme il voyait que je mordais,
il allait à ces réunions du BMW Club avec Jean Murit, et donc à eux deux, ils organisaient un petit peu la vie du club. Et qui était actif, puisqu'ils ont lancé les Chamois en 1965, qui est devenu quand même une concentration de grande ampleur, puisqu'il y avait plus de 10 000 motards qui venaient à peu près tous les ans, jusqu'à l'édition de Pralou qui a été compliquée en 71-72. Et puis, en 69, ils avaient relancé le Bol d'Or. Le Bol d'Or qu'ils avaient relancé en partenariat avec le Motoclub Châtillonnais, qui était le motoclub affilié à la fédération, et eux étaient un motoclub organisateur, co-organisateur avec eux. Et donc moi j'ai vécu ça enfant, mais de l'intérieur. Et je gagnais mon argent de poche tous les hivers, moi en classant par ordre alphabétique les fiches du chamois, et j'étais payé 1 franc l'heure, mais bon, je reclassais les fiches. Et puis papa, étant passionné, était abonné toutes les semaines à Motorcycle News, Das Motorrad, Motorevue. Et quand Motojournal est sorti, papa trouvait ça une revue de révolutionnaire, ou presque, et donc c'est moi je me suis abonné à Motojournal, et j'achetais tout le reste. Tout le reste. J'achetais toute la presse moto. Donc motocyclisme, la moto, sport moto rush, la bécane, plein pot, la tentative d'un hebdo qui était sorti à un moment, voulant sortir le mercredi au lieu du jeudi pour les autres, qui était un hebdo papier, qui ne sais plus vraiment comment ça s'appelait, mais j'achetais tout. Donc la libraire, on avait une marchande de journaux à deux immeubles de nous, donc ça tombait bien, et elle m'aimait beaucoup, et je mettais tout mon fric dans la presse moto. Ce qui fait que comme je lisais tout, et puis dans cette époque-là, la mécanique était importante. Il n'y avait pas une revue de moto où il n'y avait pas des pages mécaniques. Donc j'ai acheté la mécanique en Dilson, le machin en Dilson. Et donc je me suis beaucoup nourri de la presse et de la littérature moto pour me faire ma culture générale. Et puis, bon, la course, ça me plaisait. Je trouvais ça extrêmement fort. Et ce qui fait qu'à partir de 71-72, je commençais à avoir des notions de mécanique, j'étais assez bricoleur, j'ai toujours été très manuel, et j'ai été formé pour ça par mon grand-père, où qu'on aille, il avait un truc qui était génial, qui s'appelle des boîtes à bidules. Donc vous mettez dans une boîte à bidules, c'est un truc qui est cassé, vous démontez tout ce qui peut resservir et vous mettez dans les bidules. Et donc quand vous avez un truc cassé la fois d'après, vous allez dans la boîte à bidules, et ça vous oblige à réfléchir, à savoir le petit ressort, la petite courroie, le petit machin, et finalement ça remarche. Aujourd'hui, avec les iPhones, malheureusement, c'est plus compliqué. Mais avec mes enfants, ça a marché encore. J'ai essayé de leur montrer qu'il ne faut pas être passif devant un problème technique. Ça se maîtrise. Et donc, j'ai commencé à me mettre de plus en plus là-dedans. Et à partir de 11-12 ans, pour gagner de l'argent de poche, je réparais les mobylettes du quartier. Donc mon frère, j'avais la chance d'avoir un frère qui était aîné. Et on habitait le Valois, Neuilly était pas loin. À Neuilly, il y avait plein de petites jeunes filles qui roulaient en 102 et qui n'y connaissaient rien. Et donc, je récupérais tout ça et je faisais les décalaminages du lycée Pasteur. Et que je facturais avec soin. Donc, j'ai appris avec mon frère aussi beaucoup sur sa 102. Mais bon, j'ai appris comme ça. Et très vite, j'ai appris à me faire un petit peu d'argent. Donc la mécanique était une chose. Et puis, alors le moteur de la course, c'est arrivé très vite, parce que, en suivant les Grands Prix, en lisant tout ça, il faut comprendre que la presse moto aussi à l'époque relatait beaucoup la compétition. C'était une partie importante du contenu éditorial de tous les magazines. Et d'ailleurs ici, j'ai quasiment tous les motorevues, et en bas j'ai tous les ici j'ai tous les motojournaux jusqu'aux années 80. Là-bas j'ai tous les motorevues à partir des années 50. Et la course était très présente. Et en fait, il y a un moment où on se projette. Et moi, c'est arrivé à 12 ans. C'est arrivé à 12 ans et c'est arrivé avec Jarno Saarinen.